Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence du Meetup Green Tech, donc une séquence dédiée à l'innovation durable, le nouveau standard et à la remise du prix innovation numérique. Alors, vont être à la manœuvre Sandrine Fouillet, qui est directrice RSE de Capgemini France, et Patrice Dubé, secrétaire innovation et technologie. Je vous laisse tout de suite la parole, avec donc à suivre l'annonce du lauréat du prix Innovation numérique du Meetup Green Tech. À vous. Parfait, je te remercie Thomas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue effectivement sur ce Meetup Innovation Durable, le nouveau standard. Je suis donc Sandrine Fouillet, directrice RSE de Capgemini France. Alors, Capgemini, c'est le leader français du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. Nous comptabilisons plus de 2070 personnes dans plus de 50 pays. Nous avons une ambition environnementale forte depuis de nombreuses années. Après avoir réduit nos émissions GES de 30% par collaborateur en 2020, atteint donc avec 10 ans d'avance par rapport à la baseline de 2015, nous avons annoncé cet été de nouvelles ambitions environnementales. Alors, en 2025, la neutralité carbone, c'est-à-dire une réduction plus ambitieuse de nos émissions à la fois directes et indirectes liées à notre activité, nos déplacements professionnels, bien sûr, mais également la partie énergie et les déchets, par exemple. Nous Vous nous entendez ou il y a un problème là, j'ai l'impression, non? Oui. Il y a un petit bug. Donc on a perdu Sandrine. Et je propose de poursuivre sur la partie innovation et Sandrine reprendra la partie RSE. Ok, on va essayer de joindre aussi Sandrine en parallèle. Ouais. Je vous laisse poursuivre, Patrice. Désolé pour… Je partage l'écran. Hop. Hop, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Allez, je poursuis. Voilà, les aléas du direct, hein, que ce soit en virtuel ou en physique, on n'y échappe pas. Donc, pour ma part, je suis Patrice Dubé, je suis vice-président exécutif en charge de l'innovation et des technologies pour la France. Il se trouve que je suis également fondateur d'une start-up durable. Donc, ce sujet me tient vraiment à cœur. Donc, au niveau de l'innovation chez Cap, on a un réseau qu'on appelle Applied Innovation Exchange, dont le premier espace innovation a été créé il y a une dizaine d'années à Toulouse. Et depuis, vous voyez que ça s'est bien étendu. On a un peu moins de 20 espaces innovation au niveau mondial. Et vous voyez que la France est très bien représentée, vu que c'est le cœur du groupe au niveau de l'innovation. Et donc, nous n'avons pas moins de 6 centres en France, avec Nantes qui a été inauguré cette année. Et on couvre voilà, la plupart des grands centres mondiaux pour pouvoir échanger entre nous sur la partie innovation. Hop. Si je poursuis sur la partie écosystème, ça c'est un point qui est très important pour nous. Autant je suis pas fan du terme open innovation parce que lorsqu'on a une innovation, si elle est justifiée, elle doit être valorisée. Et donc souvent on confond open et gratuit. Moi je préfère parler d'open écosystème. Et donc là vous voyez une représentation de l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui. Donc, ce sont bien entendu nos collaborateurs, nos clients. Vous voyez également les startups ou les scale-up, les départements R&D de nos grands partenaires. On parle beaucoup de cybersec en ce moment. Donc, on travaille en partenariat avec Intel, par exemple, pour intégrer de plus en plus de couches de cybersécurité au sein des objets connectés. On sait que l'IoT aujourd'hui est un vecteur d'intrusion. Vous n'êtes pas sans connaître que Capgemini a créé un fonds capitalistique Capgemini Venture l'an dernier, donc 90 millions qui vont être investis dans des startups sur des late série B, série C, des tickets entre 3 et 5 millions d'euros.
Il y a 3 startups qui ont déjà bénéficié de ces investissements. Ce sont 3 startups françaises, vu que c'est la France qui fait le pilote pour cette session. Je vois que Sandrine nous a rejoint. Sandrine, je te propose que je termine la partie innovation. Ensuite, tu reprendras là où tu nous avais laissé et ensuite, on nommera le vainqueur de notre concours. Autre point très important, donc l'acquisition du groupe Altran, qui est notre acteur très important de la partie innovation. Et donc, dans tous ces échanges, on travaille avec des chercheurs et autres, et on sent une montée croissante de la partie sustainability. Aujourd'hui, il est inconcevable de parler d'innovation si on n'a pas d'innovation durable. Et ce qui est intéressant, depuis le début de notre approche AIE, on a 4 piliers, et le pilier le plus important, c'est déployer l'innovation, mais de façon sustainable, qui est le 4e de nos piliers. Et ça, on le retrouve dans notre conception. On parle beaucoup d'éco-conception aujourd'hui pour créer des applications qui consomment peu, qui sont bien conçues, qui sont économes dans le design, dans la conception. Bon, ça, ce sont des points qui sont vraiment importants. Et pour illustrer, pour terminer ce sujet de l'éco-conception, nous avons créé un calculateur d'empreinte carbone digitale pour que les gens se rendent bien compte de l'impact du digital. Très souvent, on néglige un petit peu l'impact carbone de l'envoi d'un mail, de l'écoute de streaming, que ce soit du Netflix, de vidéos, de musique telle que Spotify. Et donc, l'intérêt de cet outil, c'est que chacun puisse prendre conscience de l'impact carbone lorsqu'on a une utilisation digitale. Donc, l'outil est très simple. Aujourd'hui, à disposition des collaborateurs chez Capgemini, on va l'ouvrir auprès de nos clients. On a quelques questions et en 5 minutes, on peut connaître notre empreinte carbone digitale par rapport au nombre d'équipements digitaux que nous allons avoir. Ça peut être un téléphone, une tablette, un PC, une console de jeu, une télévision. Par rapport à la durée que nous avons de l'ensemble de ces équipements et surtout quelles sont nos habitudes. Combien de mails nous allons envoyer, recevoir par jour, le nombre de minutes que nous allons passer sur du streaming vidéo pro ou perso, sur le nombre de recherches. Et donc, ça va vous donner votre consommation annuelle. Et ensuite, vous pouvez terminer en essayant de diminuer votre empreinte carbone. Donc, vous allez dire, je vais essayer de diminuer soit mon nombre de mails, soit le temps que je passe en streaming. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Et puis, vous êtes positionné par rapport à l'ensemble des personnes qui ont joué sur le jeu de la consommation digitale. Donc, voilà pour vous donner un petit peu quelques idées. Et on travaille de plus en plus sur des critères d'architecture pour diminuer l'empreinte carbone de nos projets digitaux. Donc, avant qu'on passe à la nomination pour le prix d'innovation numérique, je repasse la parole à Sandrine pour qu'elle termine la partie. Donc, on t'a perdu lorsque tu parlais des engagements de Capgemini sur l'empreinte carbone en 2025 et en 2030. Ah, on m'a perdu sur le premier slide. Assez tôt, oui, juste quand tu passais au second. Eh ben, c'est surprenant. Alors, attends, je reprends la… donc, partager. Hop, ce qu'on appelle du direct live. Alors, est-ce que vous voyez, du coup, les engagements, c'est bon. La partie écosystème? Tout à fait. Alors, donc, sur la partie écosystème, je parlais d'écosystème emblématique, donc comme l'Institut numérique responsable. Donc, nous sommes à la fois adhérents de l'INR, nous avons signé la charte du numérique responsable récemment et on est surtout partenaire financier et contributeur de 2 modules, un MOOC complet sur le numérique responsable qui a été initié par l'INR, qui permet effectivement de se former du coup au numérique responsable, d'en comprendre les enjeux et de pouvoir en être acteur. C'est un module de 5 heures qui correspond à plus de 2 jours de formation en présentiel, qui est gratuit, qui est ouvert à tous et qui est en version à la fois française et anglaise, même si c'est du Made in France, et accompagné bientôt d'une certification qui sera à la fois gratuite pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Donc, je vous invite à le suivre sur le site de l'INR. Et puis, le deuxième écosystème emblématique auquel nous participons, c'est celui du Syntec numérique. Donc, nous sommes membres du comité numérique et environnement et nous travaillons sur plusieurs chantiers numériques responsables, comme par exemple la mesure de l'impact environnemental
des produits et services numériques. Et nous avons ensemble d'autres objectifs. On vous donne rendez-vous très vite pour en savoir plus. Et je terminais par ce point qui est pour moi cher car c'est la RSE qui est finalement le garant métier pour une innovation durable, parce que c'est en connaissant les contraintes et les opportunités que nous sommes en capacité de délivrer nos projets, les projets les plus responsables, donc le nouveau standard. Et c'est un travail quotidien que nous faisons à la fois avec nos clients, nos écosystèmes et les AIE. Et je te passais la parole, Patrice, à ce moment-là. Voilà. Ok, donc merci Sandrine. Donc on va passer à la remise du prix. Donc je vais repartager mon écran. Tu me dis dès que ça apparaît. Ça apparaît. C'est bon. Voilà, donc on a décidé de récompenser Namer. Bienvenue Grégory. Merci beaucoup. Juste pour expliquer pourquoi Namer, pour expliquer un petit peu les critères. On voulait, alors vous imaginez le nombre de startups qui étaient candidates ou possibles candidates sur ce prix. Donc on parle de centaines. Donc pour essayer de réduire le filtre, on a d'abord sélectionné les startups qui avaient ou scale-up qui avaient un véritable impact. Par définition, toute startup de scale-up est innovante, mais il faut bien qu'il y ait un impact, qui avait déjà les premiers résultats. Ça, c'est important pour nous. Donc pour ça, on se base sur le chiffre d'affaires qui est généré, sur la taille de l'équipe, la qualité de l'équipe également de l'équipe dirigeante, sur la clarté des messages. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et sur le côté pragmatique. Donc ça, j'insiste sur ce côté-là. Aujourd'hui, une start-up, c'est avant tout une entreprise. Donc, c'est pas parce qu'on est une start-up qu'on doit s'affranchir des fondamentaux de l'entreprise. On doit avoir une vision, on doit avoir des fondamentaux. On doit gérer ces équipes et les embarquer dans un projet d'entreprise. Et aujourd'hui, il doit avoir du sens. Et nous sommes très heureux de récompenser Namer et Grégory, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à de multiples reprises. Et donc, nous sommes très heureux, Grégory, de t'offrir une dotation de 2 000 €, ainsi qu'une mise en visibilité. Alors, on peut parler d'accompagnement, mais c'est plus la mise en visibilité avec nos clients. Donc, sans surprise, les clients de Capgemini sont plutôt des grands comptes. C'est vraiment notre cœur de métier où on propose des projets plutôt complexes. Et donc, l'idée, dans nos espaces d'innovation, donc les fameux AIE, Applied Innovation Exchange, nous avons des clients tous les jours qui viennent discuter avec nous des bienfaits de l'innovation et on leur montre ce que nous avons pu faire avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos startups. Et donc, Namer aura la chance et l'opportunité de venir exposer ces projets auprès de nos clients qui viennent dans les AIE. Donc, on peut démarrer par Paris, qui sera peut-être plus simple au niveau logistique et pour diminuer l'empreinte carbone. Mais tous nos centres sont connectés aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, en mode virtuel. On a modélisé en 3D tous nos centres et donc, Grégory, tu auras l'opportunité de pouvoir échanger avec nos clients, qu'ils soient à Chicago, à New York, San Francisco, Melbourne, Mumbai ou n'importe lequel de nos implantations au niveau mondial, pour promouvoir tes solutions durables et faire en sorte que nous puissions proposer encore plus de services à nos clients. Donc, un grand bravo. Et puis, je te laisse représenter pour tout le monde qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas Namer, quel est l'objectif de Namer et peut l'illustrer par un exemple concret. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrice, merci Sandrine. Je vois que la fin est dans 1 minute 19, donc je vais essayer un véritable pitch en 1 seconde. Je pense que j'ai même pas le temps je vais tenter de montrer un écran, mais j'arrête le partage. On va tenter. Tu auras plus 3 parce que on a 3 minutes de répit après la minute. 3 minutes de répit. Vous voyez mon écran? Oui. Parfaitement. Voilà. Donc finalement, pour expliquer ce que c'est Namer, c'est répondre à ces questions. C'est finalement combien de bâtiments avec un toit de plus de 100 mètres carrés à double versant, de plus de 6 heures d'enseignement à Clichy. Combien de maisons avec un jardin privé sont situées à périmètre d'un Leroy Merlin, par exemple? Toutes ces réponses, en fait, elles ne se trouvent pas dans les données personnelles. Et en fait, ça fait 20 ans qu'on vit avec les données personnelles qui alimentent à la fois les entreprises, les décideurs même publics et les territoires pour la gestion des actifs et la gestion des clients. Et en fait,
les données non personnelles, c'est-à-dire tout l'open data, toutes les images aériennes, satellites qui sont de plus en plus ouvertes, toutes les données industrielles et commerciales qui représentent le monde, sont une véritable mine d'or pour aider à mieux gérer un actif, à mieux gérer un client. De plus, on a aujourd'hui une redevabilité envers finalement une économie plus circulaire qu'on doit opérer. On doit être plus intensif en termes d'emploi, on doit faire des choix plus écologiques. Donc finalement, il faut pour aider les entreprises et les acteurs publics à prendre des bonnes décisions, il faut des données actionnables sur la qualité du terrain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le premier hub de données géolocalisées à l'adresse où on additionne des informations sur la maison. Donc on commence par la maison, sa morphologie, son jardin, sa consommation d'énergie, son voisinage, le nombre théorique d'appartements si c'est un logement collectif, et on bâtit un jumeau numérique qu'on appelle notre digital twin qui représente une base de données au final, de données géolocalisées, actionnables et interopérables. Le premier use case, c'est par exemple dans l'assurance, on est capable de mieux prévoir on a fait le test sur un assureur qui représente 15% du marché français. On est capable de mieux prévoir l'assurance inondation, incendie, risque de vol qu'un modèle statistique avec les données de la réalité. La distance avec un cours d'eau, la distance avec une bretelle d'autoroute, la présence d'arbres, la vétusté d'une façade. Donc finalement, la représentation de la réalité permet de prendre de meilleures décisions, tant pour un acteur privé que public. Et la réponse qu'on a fait, c'est une base de données géolocalisée qu'on appelle notre Geolocalized Data Store. Et donc, pour l'instant, on focus sur l'habitat, sur la maison individuelle, sur le logement collectif. Et pour certains programmes, on s'occupe d'écoles. On a fait un gros test dans les Hauts-de-France. Donc, je vais tenter j'ai peu de temps. J'avais prévu un peu plus de temps là. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Donc finalement, nous prenons des données qui sont ouvertes. Nous faisons donc du machine learning géospatial pour remettre ces données à la maille adresse ou à un point GPS. Et finalement, ces données une fois qu'elles sont actionnables, elles sont mises dans notre store et ensuite on peut donner sur, par exemple, chacun des bâtiments. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Donc, nous prenons nos données et nos données, on peut les mettre ensuite dans Salesforce, dans Esri, dans Toucan-Toco, dans Tableau, dans plein de systèmes chez nos clients. Et avec ces données-là, ils peuvent croiser soit avec leur base de données clients, soit avec leur base de données d'actifs. Un exemple, évidemment, ça ne marche pas à nouveau. Donc, on est 50 personnes, on existe depuis 3 ans. On a un comité scientifique qui est dirigé par Emmanuel Bacri, qui est le cofondateur avec moi, qui est le directeur scientifique du Health Data Hub. Et on a un certain nombre de partenaires académiques et techniques qui nous aident à faire nos modèles pour géolocaliser toutes les informations que nous remettons à cette fameuse identifiant universel qui est la base adresse. Évidemment, ça ne le comprend pas. Donc, quelles sont les questions auxquelles on peut répondre? J'en ai mis d'autres. C'est finalement pour savoir quel est le bilan carbone de chaque portefeuille de l'actif, par exemple, de la BNP. Il faut identifier la consommation d'énergie et en gros tout l'analyse extra-financière de chacune des lignes adresses des crédits que la BNP a effectué, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est pas évident de reconstituer rien que le lien entre le point adresse et un bâtiment n'est pas si évident à faire. Évidemment, ça ne continue pas. Donc, prenons un exemple de ce qu'on est capable de faire sur un établissement. Là, c'est sur une école. On est capable de dire sur cette école qu'il y a 4 bâtiments, qu'il y a tant d'élèves, qu'il y a 364 lits dans cet établissement, qu'il y a tant d'élèves par classe, qu'il y a tant de… Donc là, on représente l'usage. Ensuite, on va dire que ça fait 13 000 mètres carrés, qu'il y a telle consommation d'énergie, qu'il y a un réseau de chaleur qui est juste à côté, qui peut donner tant, qu'il y a tant de potentiel solaire. Tout ça est analysé par
par soit des images aériennes et soit par des jeux d'open data qu'on réinfère à l'adresse. Et puis, à force de créer cette information, donc là, je vous ai montré un exemple. Donc là, on descend au niveau du bâtiment. À force de mettre ce niveau d'information, on a donc une base de données à la fin qui nous permet, j'accélère, de dire que finalement, dans les Hauts-de-France, il y a 6460 établissements, c'est 19 000 bâtiments, c'est 19 millions de mètres carrés, ça coûterait 7,6 milliards de faire des panneaux solaires partout. Il y en a 682 qui ont fait un diagnostic de performance énergétique. Il y en a 3466 qui ont plus de 1000 mètres carrés, donc qui sont soumis au décret tertiaire, etc. Donc, en fait, et je pourrais vous donner 500 chiffres et vous dire, et en fait, la puissance du modèle, c'est que ensuite je peux descendre à l'adresse. Et je peux vous dire, finalement, les 3466 façades qu'il faut isoler, qui sont en étiquette E, qui sont dans un quartier prioritaire où il n'y a pas de système de ventilation, où il y a un mauvais résultat au bac, c'est cela. Donc, finalement, c'est de créer une base de données actionnable, interopérable pour le système. Voilà. Merci Grégory Labrousse. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci Grégory pour cette très belle présentation et encore Sandrine Fouillet et Patrick Dubois pour ce beau prix que vous remettez à l'entreprise Neymer, dont nous avions beaucoup apprécié les performances, notamment lors du hackathon Rénovaction que nous avions tenu au mois de juin. On va laisser maintenant la parole rapidement à monsieur Thibaut Hugues de la Rose et Emmanuel Leboeuf pour la remise, pour le retour sur une success stories, à savoir Back Market, qui commence maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Merci.